Lorsque l'on a été suffisamment éprouvé par les vicissitudes de l'existence, on cesse de se fier aux apparences et on apprend mieux à lire le monde dans sa profondeur. On devient plus que jamais convaincu de la souveraineté du temps qui ne se soumet ni à l'impatience des hommes, ni à leur jugement hâtif. Ce qui tarde n'est jamais annulé. La vie ajourne, observe, laisse chacun s'installer dans ses certitudes, puis tranche sans prévenir, sans appel et sans compassion pour les illusions humaines. À ceux qui sèment le bien avec droiture, le bien revient intact ou déculpé, car aucune intention juste ne se dissout dans le néant. Mais à ceux qui cultivent l'ombre et le mal, qui manient la duplicité, la parole perfide et les calculs silencieux, qu'ils soient su que l'existence n'oublie rien, elle enregistre tout, puis restitue avec une exactitude froide, presque chirurgicale. Chers amis internautes, nul besoin de menaces ni de poursuites humaines. Il existe une autorité plus haute, un ordre invisible devant lequel les stratégies s'effondrent, les intrigues s'épuisent et les masques tombent sans possibilité de rachat. On peut tromper un instant, gagner par ruse, salir par la parole ou retarder l'échéance, mais on ne déjoue jamais durablement l'ordre invisible qui gouverne les destinées. La vie ne crie pas, ne prévient pas, ne débat pas, elle constate puis elle exécute. Dieu est grand et sera toujours des nôtres. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Ce mardi 23 décembre 2025 au Bénin, tous les regards sont tournés au Parlement, pour ne pas dire au Palais des gouverneurs, où est attendu un moment crucial, le dernier discours sur l'état de la nation du président de la République Patrice Talon, le dernier après avoir effectué 2 mandats constitutionnels à la tête de la République du Bénin. Retrouvez dans la presse locale les espérances et les attentes de ce grand oral qui sera effectué devant la représentation nationale par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme invité ce matin sur Free Matin, je reçois pour vous Gilles Badet, qui est ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Avec lui, une thématique interrogative, c'est de savoir Cour constitutionnelle et Sénat, complémentarité ou concurrence. Voilà l'interrogation à laquelle l'invité essaiera de répondre à travers une série de questions qui lui seront posées. Mais avant de le retrouver en fin d'émission, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour, à l'artiste du jour, aux prévisions astrologiques et au panel de discussion qui s'intéresse sur la richesse que représente l'enfant. Chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESA, juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose comme titre en manchette coup d'État déjoué du 7 décembre dernier, de nouvelles arrestations. Le Cana mentionne en manchette que les députés du parti politique Les Démocrates interpellent le gouvernement sur le cas de leur collègue Bokeh en audition pour des gradés de l'armée. L'épouse de Kémy Séba en garde à vue. Retrouvez l'article qui fait le point des arrestations et des différentes étapes de la procédure judiciaire à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, communale et législative du 11 janvier 2026 au Bénin, les partis politiques enregistrent leur message. Commune de Lalo, plusieurs cadres démissionnent du parti politique Bloc républicain. Les mobiles avancés vous sont exposés à la page 6. À l'oreille droite, journal école, classement FIFA 2025. Le Bénin termine 92e au rang mondial. Lisez des détails sur les articles du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle d'inclusion sociale. Plus de 500 millions de francs CFA au profit des personnes handicapées. En illustration, une satire. Le Cana écrit noir sur blanc que le gouvernement béninois intensifie ses actions en faveur des personnes handicapées avec des mesures concrètes pour garantir leurs droits et leur inclusion dans tous les aspects de la vie sociale. Parmi les initiatives phares, la carte d'égalité des chances permet de suivre les bénéficiaires des mesures préférentielles, tandis que des aides financières, des subventions et des aménagements spécifiques viennent soutenir les étudiants et les jeunes entrepreneurs handicapés. L'article qui renseigne sur cette prouesse salvatrice à la page 3 de la proposition. Le quotidien national d'information propose également comme titre ce matin à sa une, Association internationale de développement, le Bénin en première ligne de l'innovation. Fraternité ce matin en manchette, entrée en lice du Bénin à la CAN Maroc 2025, vaincre le cygne indien face à l'ogre congolais. L'article qui renseigne sur les enjeux qui y concourent est à lire à la page 6 de la proposition. Fraternité, comme bien d'autres parutions de ce matin, rappelle que ce jour, il y a un discours sur l'état de la nation qui est attendu au palais des gouverneurs. Le président Patrice Talon sera face à la représentation nationale, ce qui amène le Cana à titrer discours sur l'état de la nation, Talon face aux députés ce jour. On lit à présent le matinal, prolongement du mandat présidentiel dans la nouvelle constitution, le septennat, un gage d'efficacité selon le président Patrice Talon. Gilles Badé analyse les nouvelles prérogatives de la Cour constitutionnelle. Le Cana écrit que les députés de l'Assemblée nationale ont, dans la nuit du 14 au 15 novembre 2025, adopté la proposition de loi portant révision de la Constitution. Au nombre des innovations, la durée du mandat du président de la République passe désormais de 5 à 7 ans. Le président Patrice Talon, lors de sa conférence de presse du jeudi 18 décembre 2025, a expliqué ce prolongement du mandat présidentiel et également celui des députés et des conseils communaux. Retrouvez des détails sur l'argumentaire du chef de l'État à la page 2 de la proposition. Le matinal propose également comme titre ce matin à ses lecteurs CAN Maroc 2025, les guépards du Bénin à l'assaut de la RD Congo ce jour. Matin libre en manchette, écroué pour atteinte à la sûreté de l'État. Candide Armand-Marie Azanaï, un mythe qui s'effondre. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, face à la presse après le putsch déjoué, le talent du chef de l'État, de quoi parle le Canard. Lisez son article à la page 2 pour mieux comprendre. Pollution marine au Sénégal, les pétroliers liés à la Russie polluent l'Atlantique. L'article qui fait
qui fait cas de ce constat est à retrouver à la page 7 de la proposition. Matin Libre a également comme titre ce matin à sa une, réaction de l'ONU et de la CEDEAO en faveur du consensus national du Bénin, talent toujours droit dans ses bottes, communique Matin Libre. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Couver des putschistes, une bêtise. Le Canard illustre son titre avec la photo du général Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Autre illustration, vous avez Pascal Tigri, qui est lieutenant-colonel. Vous avez également Kémy Seba, vous avez également Sabissira Korogone. De quoi parle le Canard? Des précisions dans les colonnes de sa proposition de ce matin. Le même Canard nous propose également comme titre ce matin à sa une, attaque du Bénin par des voyous, un ministre de talent suspect. Le Canard écrit noir sur blanc qu'il y a longtemps, il a longtemps nourri le rêve du dauphinat. Pour cette même cause, il avait établi des relations avec tout le monde. Que ce soit avec le Niger comme le Nigeria, l'ancien collaborateur du président Patrice Talon avait jeté ses tentacules partout dans la quête du trésor de guerre. On raconte qu'il avait même pris langue avec le camp Yahi pour qu'en cas de possibilité, il porte les couleurs du parti Les Démocrates. Il ne peut donc dire, après toutes ces manœuvres, aimer le président Patrice Talon, surtout qu'il tient ou surtout qui le tient pour responsable de sa descente aux affaires. De qui parle le Canard? Lisez son article dans les colonnes de sa parution pour mieux comprendre. À l'oreille droite, soirée de remerciements à Cotonou. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme, salue le rôle des enseignants et promet lesquelles promesses vous sont présentées dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel la coopérative d'aménagement rural dans le département de l'Atlantique, Tofo, violente tension, usage d'armes blanches et des blessés à Agbotagon. Le Canard écrit que plus rien ne va au niveau de la coopérative d'aménagement rural d'Agbotagon dans la commune de Tofo, département de l'Atlantique. Hier, lundi 22 décembre 2025, des informations sourcées projettent l'image de vive tension entre membres de la coopérative. Des vidéos consultées par le département enquête et investigation du groupe de presse Le Potentiel montrent une tension palpable. Les acteurs des scènes de violence ont recours à tout type d'armes blanches. Retrouvez des détails sur de quoi parle le Canard. Il a évoqué gourdin, coupe, machette. L'article qui renseigne est publié à la page 5. Discours sur l'état de la nation au Parlement. Patrice Talon et ses 10 ans de gouvernance au scanner ce jour. Des messages d'assurance aux amis du Bénin et des signes rouges aux ennemis du pays sont attendus. Des gains d'un double quinquennat à scruter, 15 novembre et 7 novembre 2025, deux dates dont l'ombre planera sur la parole présidentielle. Lisez les espérances du Canard à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une du Canard ce matin. Brigade économique et financière, la femme congolaise de Kémy Seba, arrêtée et placée en garde à vue, mère de ses enfants, elle vit avec lui et sous son tutorat. Retrouvez des détails sur ce que le Canard peut publier pour ce qui est en lien avec cette enquête à la page 2 de sa proposition. Inclusion des personnes handicapées au Bénin, près de 500 millions de francs CFA investis par l'État. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, parle de développement des filières lait et viande au Bénin en manchette. Une dynamique prometteuse de l'agro-élevage. L'article qui renseigne à retrouver à la page 3 de la proposition. 5 ans de la CDC Bénin, d'importants projets financés et plus de 10 000 emplois créés. Lesquels emplois vous sont présentés à la page 10. L'emblème du jour, Cannes Maroc 2025, les guépards du Bénin entrent en scène face à la RDC. Retrouvez les espérances et les enjeux à la page 3 de la livraison. Le même Canard nous propose ce matin comme titre chronique réflexion citoyenne. Christelle Roudonbo Alioza, la voix de la conscience. La tribune de cette Amazone est à lire à la page 7 de la proposition. Forte mobilisation des femmes de l'Union progressiste Le Renouveau à Lagbé. Louis nous confie une mission stratégique aux femmes, laquelle mission vous est exposée à la page 8. Le confrère de la matinée FIFA, réunion de Doha, football des jeunes, un digne fils du Bénin confirmé
président de la Commission mondiale de développement du football des jeunes, Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, un parcours international qui s'inscrit dans une dynamique progressive et cohérente. On peut lire également à la une de Canard ce matin, deuil national et solidarité institutionnelle. La Cour constitutionnelle au chevet du général de corps aérien Bertin Bada. La douleur est encore vive, écrit le Canard, mais la République n'oublie pas ses serviteurs. Ce vendredi 19 décembre 2025, la Cour constitutionnelle, conduite par son président, le professeur Kossi Dorothée Sosa, s'est rendue au domicile du général Bertin Bada, chef de cabinet du militaire du président de la République. Retrouvez l'article compte rendu de cette action salvatrice, si je peux le dire ainsi, dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Gasquiani Info, Cannes Maroc 2025, Bénin RD Congo. Les guépards seraient à l'aube du combat. La boussole, 7 décembre 2025. L'épreuve de solidité de l'État béninois est à retrouver à la page 3 de la proposition. Après la tentative de push à Cotonou, l'armée réaffirme sa loyauté. Fructueux Baguidi dévoile le bilan et les leçons à y tirer. Retrouvez la transcription intégrale de la sortie médiatique du chef d'état-major des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi. Retrouvez 16 opinions dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. On lit à présent le pays émergent, 24e congrès de la Confédération africaine de handball. Dr Manzouro Aremou brigue un nouveau mandat de 4 ans à la tête du handball africain sous le signe de la continuité des réformes. Assemblée générale de la FEBEBOX. La saison 2025 bouclée, le cap mis sur 2026. Championnat national handisport 2025, des performances réalisées, les meilleurs couronnés. Le président du CNP Bénin, Raman Ourou Barré, se réjouit de la réussite de cette édition et salue le niveau des athlètes. Dynamisme info à présent, Dynamisme info pour conclure, passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. À quoi sert finalement Vision Bénin 2060, s'interroge le Canard. Retrouvez des détails sur les motivations de cette interrogation dans les colonnes de sa parution de ce matin. Recommandation d'élection inclusive et consensuelle. Quelle réponse à l'appel de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'ONU au sein de la rupture? Retrouvez des détails sur l'article du journal à la page 6 de sa proposition. Obsèque de sa mère à Boycon, acteurs politiques et autres autour de Elisabeth Agbo-Saga. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information. Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Merci d'être là. Francis Olafarami, à vous l'antenne pour la présentation du bulletin matinal d'information. Merci à toutes et à tous. Bonjour. Au Palais des Congrès de Cotonou, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert hier un atelier de réflexion sur la situation de ses archives. Une rencontre qui a été marquée, entre autres, par des orientations stratégiques et techniques. Le reportage nous est proposé par Nasserine Fatombi et Romaric Djessoudoubenou. Et puis dans un autre registre, le Fun Club Romuald de Wadaï a installé ses coordinations départementales et communales du Zou le samedi dernier à Boycon. Une prière pour la paix au Bénin a précédé les hostilités. Le reportage avec Anel Vianidou. Le Fan Club Romuald de Wadaï prend d'assaut le département du Zou. Désormais, la dynamique conduite par Joël Alagbé dispose de coordination départementale et communale opérationnelle dans le département. Une démarche de plus qui entre dans le cadre de l'ancrage du mouvement sur toute l'étendue du territoire national. Le Fan Club Romuald de Wadaï est aujourd'hui une organisation solidement implantée, structurée et dynamique avec des coordinations départementales et communales progressivement installées sur toute l'étendue du territoire national. Notre ambition est claire: accompagner, sensibiliser, mobiliser et promouvoir les idéaux de paix, de développement et de bonne gouvernance dans le respect des institutions de la République. Je vous exhorte à travailler avec engagement, loyauté, discipline et proximité. Une quarantaine de filles et fils du Zou installés pour œuvrer pour la victoire du candidat à l'élection présidentielle, Romuald de Wadaï. Une équipe dynamique qui s'engage à vulgariser et incarner les valeurs du fan club. Cette cérémonie marque une étape importante dans la structuration et le renforcement de notre mouvement dans le département du Zou. Elle
traduit notre volonté collective de doter nos bases locales d'organes solides, fondés sur des valeurs de paix, de vivre ensemble et de responsabilité. Les responsables installés ce jour ont la mission d'incarner ces valeurs sur le terrain et de travailler avec loyauté, engagement et proximité. Le fan club Romuald Wadagni a profité de la forte mobilisation du ZOU pour réitérer son message de soutien à la démocratie et au gouvernement de la rupture en condamnant les événements du 7 décembre passé. Disons halte à tout cela parce que le Bénin veut avancer, le Bénin ne veut pas reculer. Nous sommes là, nous, jeunes et femmes, pour prendre haut ce que déjà la rupture a commencé. Nous sommes tous engagés. Dans cette même dynamique, le fan club Romuald Wadagni a organisé une prière pour la paix au Bénin à la mosquée centrale d'Abomey. Un moment fort en spiritualité au profit du peuple béninois et particulièrement de son président Patrice Talon. Avec le ZOU, le fan club Romuald Wadagni boucle 6 départements. Le 28 décembre prochain, les coordinations départementales et communales de l'Ouémé seront installées. Vendredi dernier, les danseurs de Miwake et leurs invités se sont réunis au Palais des Congrès de Cotonou pour la 6e édition de la danse de l'histoire. Devant un public international, les artistes et chorégraphes ont développé le thème d'Ekwe. Lariosa Diagbenon y était, suivez son récit. Dekwe, c'est le thème de cette 6e édition de la danse de l'histoire. À travers des mises en scène chorégraphiques et de nombreux tableaux, les danseurs sous la direction de leur chef d'orchestre ont donné selon eux la définition de la beauté à l'africaine. C'était un plaisir pour moi de retrouver mes amis, de retrouver les parents des danseurs. Franchement, j'étais fière et je suis toujours fière d'ailleurs parce que la 6e édition de la danse de l'histoire s'est très bien passé et franchement merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Je ressens là tout de suite un sentiment de satisfaction parce que c'est beaucoup plus que la satisfaction, c'est bien au-delà parce que j'avais prévu certaines choses et j'ai compris en fin de compte que je suis allée bien au-delà. Donc franchement, je suis reconnaissante envers ma personne, envers Dieu parce que c'est lui qui permet que toute chose arrive. Et voilà, je suis reconnaissante. Les danseurs et artistes nationaux et internationaux mobilisés pour ce spectacle ont su transmettre des messages aux spectateurs du Palais des Congrès de Cotonou. La beauté, c'est un homme qui se lève tôt pour pouvoir gagner son pain. La beauté, c'est une femme qui se lève tôt pour pouvoir subvenir au bien de sa famille. Un truc comme ça m'a vraiment marqué le passage là. Vu leur mélange, ils arrivaient quand même à suivre le plan, à suivre l'évolution de la danse. Donc ça m'a beaucoup marqué ces événements-là. Et également l'entrée de plusieurs autres danseurs qui venaient de la Côte d'Ivoire et du Togo. C'était émouvant, c'était instructif. On a appris à connaître l'Afrique, la beauté de l'Afrique sans superficie et tout. En tout cas, c'était un beau spectacle. C'était vraiment beau à voir. Pour moi qui ne connais pas vraiment ma culture, je pense que c'était vraiment bien. Ça me pousse un peu à aller chercher loin pour vraiment connaître ma culture. C'était vraiment joli à voir. L'objectif est donc atteint pour cette 6e édition de la danse de l'histoire. Rendez-vous donc en 2026 pour la 7e édition. Et direction le septentrion à présent où pour rassurer les populations et rétablir la confiance au lendemain de la tentative de coup d'État déjoué du 7 décembre dernier, le ministre conseiller chargé de la Défense et de la Sécurité Rachid Gbadamosi est allé à la rencontre des autorités traditionnelles. À Niki, la cour impériale et les têtes couronnées de Baroutem ont été appelés au calme et à l'unité nationale. Reportage avec Elvik Rombotaou. Malgré l'échec de la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025, certaines personnes au Bénin restent inquiètes en raison de rumeurs et d'informations non vérifiées qui circulent. Lors de sa tournée à Niki, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité Rachid Gbadamosi a saisi l'occasion pour réconforter la cour impériale et les têtes couronnées du Baroutem et des environs en leur apportant des clarifications sur la situation sécuritaire du pays et en appelant au calme et à la confiance.
nous avons l'obligation politique de rassurer les têtes couronnées, qui sont les gardiens de nos traditions, qui sont le porte-parole de nos populations. Donc nous avons l'obligation, en tant que ministre, conseiller, de les rassurer. Ce n'est pas un guignol, ce n'est pas l'intelligence artificielle, ce n'est pas un robot. C'est bel et bien le président Patrice Talon qui s'est adressé à son peuple. Contrairement à ce que nous avons dit, le président Patrice Talon se porte très bien. L'État n'est pas par terre, le Bénin gouverné. Lors de sa prise de parole, Sa Majesté Sero Tourou Touko Sari a fermement condamné la tentative de coup d'État et réitéré son engagement envers la nation béninoise ainsi que son soutien au président Patrice Talon, une position relayée par le Premier ministre du Palais. L'empereur a prié très sincèrement en disant lui-même et toute sa cour et les têtes couronnées de l'Empire qui sont réunis aujourd'hui condamnent très sévèrement ce qui vient de se passer, mettre en trouble le pays, mettre en guerre tout le pays n'est pas une bonne chose. Nous condamnons très profondément cet acte. L'empereur et toutes les têtes couronnées de son empire réitèrent leur soutien au gouvernement, aux membres du gouvernement du président Talon, à toutes les institutions et nos forces armées du Bénin. De son côté, le maire de Niki a salué l'initiative du ministre Constantin Rachidi Gbadamassi, le remerciant pour avoir dissipé les zones d'ombre et rassuré les populations locales. Je voudrais dire sincèrement merci au ministre conseiller et toute sa délégation. Merci d'avoir passé à nous. Merci d'avoir amené la lumière alors qu'il y a les ténèbres, au milieu des ténèbres. Aujourd'hui, tout le monde est éclairé et tout le monde, aujourd'hui, à partir de ce soir, peut se tenir tranquille et que notre Bénin est debout. Ainsi, à travers cette rencontre avec les autorités traditionnelles et communales de Niki, le gouvernement réaffirme sa volonté de préserver la paix, la stabilité et la cohésion nationale face aux tentatives de déstabilisation. Peuple béninois, rassurez-vous, la situation est sous contrôle, les ennemis sont neutralisés. Quelle différence faire entre Ouassangari et Batonou dans la royauté au nord du Bénin? Souleymane Bassidé, voilà, journaliste culturel, nous donne quelques explications au micro de Elvik Humbetaou. Dans la communauté Batonou, donc une communauté négro-africaine, il y a, disons, un certain brassage qui fait qu'il y a des confusions par endroits. Il y a par exemple dans la communauté Batonou une distinction à faire. Il y a le peuple migrant qu'on appelle les Ouassangari. C'est ce peuple-là qui détient le pouvoir politique et administratif du Baroutem, c'est-à-dire de la région Borgou traditionnelle, de la région du Borgou. Et en tête, nous avons le Sinaboko, pour qui veulent l'entendre, l'empereur, qui siège à Niki avec toute sa cour et ses, ses provinces vassales, etc. Donc il y a le peuple Ouassangari qui pratiquement tend à se fondre dans le peuple Batonou. Les Batombous sont en quelque sorte les premiers occupants du terrain, donc les autochtones, les routuriers, et pour parler des Batombous, surtout sensu. Maintenant, nous allons parler du cas des Batombous. Les Batombous qui, quand même, gardent leur tradition, même si à des moments donnés, il y a des influences. Quand on a une tête couronnée, un roi en milieu Batonou, on suit les rites des Batombous routuriers, Batombous autochtones, à la différence que ici on est un chef, donc il y a des ajouts à faire. Et voilà qui met un terme au bulletin matinal d'information de ce mardi. Abdelkader Achéo, à vous l'antenne. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À 19h, prenez le rendez-vous avec Elisabeth Iladia pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Place à présent à l'actualité sportive avec Vianney Anaël Dou.
Anaël, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. À vous l'antenne pour nous donner le condensé de l'actualité sportive de ce mardi matin. Merci à vous, amis internautes. Bonjour. La Fédération internationale de football, association FIFA, a rendu public le lundi 22 décembre 2025 son dernier classement de l'année. Le Bénin y figure à la 92e place au niveau mondial, une position inchangée par rapport aux précédentes publications. Les Guépards dirigés par Guénodro n'enregistrent aucune évolution dans cette mise à jour de décembre. En l'absence de rencontres internationales au cours de la période écoulée, la sélection béninoise conserve également la 20e place sur l'échiquier africain. Déjà stable lors des classements d'octobre, de novembre, le Bénin clôt ainsi l'année 2025 sur le même rang, tant au plan mondial que continental. Cette situation traduit une fin d'année sans mouvement au niveau du classement. Sur le plan international, l'Espagne demeure en tête du classement mondial suivi de l'Argentine. La France, l'Angleterre et le Brésil occupent respectivement la 3e, 4e et 5e place. La prochaine actualisation du classement FIFA masculin est attendue pour le 19 janvier 2026. Autre information à présent, à quelques heures de leur premier match à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Guépards du Bénin se préparent à un défi de taille face à la République démocratique du Congo. En conférence de presse d'avant-match, hier lundi 22 décembre, le sélectionneur béninois Guénodro s'est montré à la fois lucide et déterminé quant aux chances de son équipe. Logé dans le groupe D, Steve Mounier et ses coéquipiers feront leur entrée en compétition ce mardi 23 décembre 2025 à 13h30, heure de Cotonou, face aux Léopards de la RDC, présenté comme l'un des favoris de la compétition. Conscient du statut de son adversaire, le technicien franco-allemand a insisté sur l'état d'esprit que devront afficher ses joueurs. Nous allons tout donner pour réaliser un bon match. Il faudrait faire preuve de combativité, de discipline et de respect strict des consignes face à une équipe qui a l'ambition de jouer la Coupe du Monde, a-t-il déclaré. Sans complexe, Guénodro rassure et assure sur le rôle d'outsider du Bénin, tant en rappelant à la prudence de l'adversaire. La RDC est favori et nous sommes des petits poussés, mais il ne faut pas nous sous-estimer, a-t-il précisé, rappelant les difficultés rencontrées par le Maroc, pays hôte, lors de son match d'ouverture. Le sélectionneur béninois nourrit également des ambitions mesurées pour la suite de la compétition. Nous espérons atteindre le prochain tour, pourquoi pas en figurant parmi les meilleurs troisièmes, a-t-il confié, évoquant les progrès réalisés par son équipe ces dernières années. S'appuyant sur les bonnes prestations face au Sénégal et sur le parcours encourageant lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Guénodro estime que ses joueurs ont gagné en confiance et en maturité. Tout cela doit servir à montrer que le Bénin a des arguments et qu'il faudra compter sur nous pour cette Coupe d'Afrique des Nations, a-t-il conclu. Pour les Guépards qui font leur retour dans cette messe continentale après 2 éditions manquées, l'heure est désormais à la confirmation sur le terrain face à un adversaire redoutable mais averti. On passe à présent aux résultats des matchs de la première journée pour la Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment, après le match d'ouverture qui a consacré la victoire du Maroc sur les Comoriens, 2-0. Le Mali a joué le match nul d'1 but partout face à la Zambie. L'Afrique du Sud a concédé. L'Afrique du Sud a obtenu la première victoire de la compétition hier face à l'Angola, 2-1. L'Égypte s'est également imposée 2-1 face au Zimbabwe. Pour le compte de cette
de la suite de cette première journée, la RDC sera face au Bénin. Je l'annonçais tout à l'heure, le match va se jouer à 13h30. Le Sénégal face au Botswana à 16h, juste après le match des Guépards du Bénin. Le Nigeria face à la Tanzanie à 18h30. Et pour la dernière rencontre de la journée d'aujourd'hui, on aura la Tunisie face à l'Ouganda. Le match va se tenir à 21h00 en soirée pour conclure cette deuxième journée des matchs de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous pour cette présentation. Merci également à vous, Francis Olafamé, d'être resté pour suivre ce bulletin matinal en lien avec l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin à Difa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, vous nous parlez de quoi? Se porter comme un charme. Se porter comme un charme. Est-ce que vous vous portez comme un charme ce matin? Oui. Et Atifa, est-ce qu'elle va comme un charme? Bon, je ne saurais le dire à elle. Vous vous portez comme un charme? Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est quoi se porter comme un charme? Être au top de sa forme. Ok. Vous y allez? Oui. Ou bien vous nous donnez une définition sommaire d'abord? Non, même pas. Allez-y, allez-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression se porter comme un charme. L'expression se porter comme un charme signifie être en très bonne santé, aller très bien physiquement ou normalement malgré l'âge ou des circonstances difficiles. Le mot charme vient du carmen qui désignait une formule magique ou un sort. Autrefois, on pensait que les charmes protégeaient du mal et assuraient le bien-être. Dire que quelqu'un se porte comme un charme revient donc à dire qu'il est protégé et en pleine forme. Exemple d'utilisation, malgré ses 70 ans, il se porte comme un charme ou encore, après son opération, elle se porte comme un charme. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. À vous l'antenne. Merci, amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Pour réparer une semelle de fer à repasser, utilisez des astuces naturelles comme frotter avec du gros sel sur un chiffon ou un demi-citron, avec du sel pour les saletés, nettoyer avec du vinaigre blanc pour le calcaire. Et oui, amis internautes, ce matin, je vous donne quelques solutions naturelles ou quelques étapes à suivre pour récupérer la semelle d'un fer à repasser. Pour les brûlures les plus sérieuses ou si la semelle est abîmée, amis internautes, il faut souvent la remplacer, ce qui implique de dévisser l'ancienne et installer la nouvelle. Alors comme première étape, utilisez le sel et le citron ou du vinaigre, à vous le choix. Pour ce faire, saupoudrez de sel sur la semelle froide, puis frottez avec un demi-citron et rincez. Ou utilisez un chiffon imbibé de vinaigre blanc sur une semelle tiède, pour dissoudre les résidus, puis rincer. Deuxième étape, le gros sel. Étalez du gros sel sur un chiffon et repassez dessus avec le fer à température moyenne pour polir. 3. La cire d'abeille ou une bougie. Sur un fer tiède, appliquez une bougie blanche pour accrocher les saletés, puis essuyer. 4. Nettoyez les trous. Utilisez un coton-tige imbibé de vinaigre blanc pour déloger le calcaire des petits trous. Important à savoir, amis internautes, il faut toujours débrancher le fer avant de nettoyer. Pour le nettoyage, travaillez sur une semelle froide ou tiède, jamais brûlante, sauf pour la cire d'abeille. Enfin, pour le remplacement, assurez-vous d'acheter une semelle compatible avec le modèle que vous utilisez et réglez le thermostat avant le remontage. Et voilà, chers internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Vous l'avez essayé une fois déjà? Oui. Ah bon?
Moi, je connais quand même une autre astuce, c'est avec la pâte de dentifrice. Ah ouais? Ah, vous n'en avez pas parlé. Diane, vous l'avez essayé une fois? Non. Vous n'avez pas de fer dans le bas un peu noir? Non. Non, du tout pas. Ça vous est jamais arrivé? Non, pas. C'est quand même étrange. Merci à tout et chacun pour vos présentations. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'artiste du jour et au prénom du jour. Le prénom du jour, Morissette Semasoussi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Achille Kouinou. Bonjour Kader. Merci d'être là pour l'artiste du jour. Morissette, à vous l'antenne pour le prénom. C'est quel prénom ce jour? Armande. Armande. Oui. Allez-y. Merci Kader. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le prénom Armande. D'origine germanique, Armande signifie forte ou courageuse. Armande est souvent décrite comme une personne déterminée, indépendante et fiable. Elle a un fort sens des valeurs, aime aller au bout de ses projets et fait preuve d'une grande loyauté envers ses proches. Discrète mais charismatique, elle inspire naturellement le respect. Qualité, persévérance, sincérité et sens des responsabilités. Petit défi peut parfois se montrer têtue ou exigeante. Alors bonne fête à vous, Armande, et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous pour cette présentation. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là qui soufflent une bougie de plus chaque 23 décembre. À présent, on passe à l'artiste du jour. Achille Kouinou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Ce jour, on parle de qui? Oluwakemi. Oluwakemi, allez-y. Ouais. Amis internautes, bonjour à vous. Très heureux de vous retrouver pour le compte de l'artiste du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec Oluwakemi. Oluwakemi, de son vrai nom, Noélie Adotin, est née le 25 décembre 1986 à Boycon au Bénin et est une artiste, auteure, compositrice, interprète, chanteuse béninoise. Elle commence très tôt en tant que choriste dans une église à Boycon. Ensuite, rejoint le groupe Black Santiago du Bénin, avant de débuter sa carrière en 2006. Sa carrière solo, voilà. Elle a démarré sa carrière solo en 2006. En 2014, elle obtient le titre de meilleure artiste du Bénin au Bénin Top 10, organisé par la télévision nationale. Elle a plusieurs albums à son actif. Voilà. Ma destinée, Ainsi va la vie, Ma confirmation, Egolo, Ainsi va la vie, et puis beaucoup d'autres belles œuvres musicales. Et aujourd'hui, moi, je vous reprends une partie de Yemdoua Medeo. Vous connaissez très bien ce morceau, et Minamanvo. Voilà, c'est ça le titre, Minamanvo. On reprend. En musique, vous savez, si les artistes, en tout cas tous ceux qui sont dans ce milieu, avant de commencer par chanter, on fait ceci. De ré mi fa sol la si do pour voir la gamme. Donc je vais voir la gamme dans laquelle je pourrais bien exécuter ce morceau. Ça fait do mi sol, do mi fa sol la si do si la sol fa mi ré do Yemdoua Medeo que la pede un tiño. Yemdoua Medeo que la po vie ginamlo. Yemdoua Medeo que la pede un tiño. Yemdoua Medeo que la po vie ginamlo. Gakea mundo Yesu Christilo. Mundo Yesu Cristo que la po vie ginamlo. Gakea mundo atako kodabi. Mundo Yesu Cristo que la po vie ginamlo. Mitatimulo ne makpo vovo la gbeme. Mitatimulo ne makpo vovo la gbeme. Legede munono fafa o. Ah legede munono fafa o. Mina mano peme besivile. Eo embena yeno na hoyemeko. Mina mano peme besivile. Eo embena yeno na hoyemeko bang bang. Gakea e avanamlo. Ahomea e avanamlo.
Moulekpo, et avant moulo, mitati moment en gbeme vide. Aromea, et avant moulo, moulekpo, et avant moulo, et avant moulo, mitati moment en gbeme vide. Et voilà, c'est tout pour le compte de l'artiste du jour. Merci à vous pour cette présentation. Je suis curieux de savoir, mais ça signifie quoi, la chanson? Alors, minimalement, vous, voilà, elle demande, je vais dire, à ses ennemis en griffe, de la laisser tranquille, de la laisser vivre sa vie. Voilà. Voilà, voilà. Morissette, vous pouvez reprendre le morceau? Non. Ah, vous connaissez pas le morceau? Oui, je connais. Vous le connaissez? Il faut donner un peu, on va voir. Non. C'est quoi? Vous voulez pas qu'on puisse jouir de votre belle voix? Non. Vous aimez l'autre son de Oluwakemi, c'est ça? Bien sûr, mais je ne veux pas chanter. Vous ne voulez pas chanter. Vous ne voulez pas faire ce plaisir à nos amis internautes? Non. On passe à présent, chers amis internautes, à l'horoscope du jour. Les prévisions astrologiques, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce jour? De très belles prédictions. De très belles prédictions. Et vous commencez par vous, les béliers. Tout à fait. C'est bien ça, allez-y. Monsieur Abdelkader, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, tournez-vous vers de nouvelles personnes. Votre calme et votre sens de l'organisation sont indispensables et vous êtes bien inspiré. Les collaborations, qu'elles soient privées ou professionnelles, fonctionneront bien au cours de cette journée. Amis taureaux, c'est en ajustant vos propres limites que vous trouverez des solutions inattendues mais efficaces. C'est le moment de débuter une nouvelle collaboration, de développer une popularité, d'entamer également un dialogue. Gémeaux, votre entourage va vous permettre de retrouver votre sens pratique et votre objectivité. En ce qui concerne votre vie courante, vous êtes plus complémentaires que jamais et en aurez la preuve. Confiez-vous sans crainte. Natif du signe Cancer, c'est le moment que jamais de rétablir la vérité avec une personne de votre entourage. Votre douceur d'expression deviendra donc une arme. En favorisant la souplesse et le tact, vous serez assuré d'être entendu, compris, de résoudre un éventuel malentendu et de retrouver l'harmonie relationnelle. Lion, à présent, ne fuyez pas les remises à niveau qui sont indispensables. C'est en particulier votre forme cérébrale qui est au beau-fils. Vous serez bien inspiré pour résoudre des questions difficiles. Chers amis vierges, aujourd'hui mardi, vous aurez des facilités pour être concentré et pour agir avec modération. Votre persévérance accrue va vous permettre d'être efficace, de venir à bout de toutes vos tâches et d'en être pleinement satisfait. Que demander de plus? Balance, à présent, vous pourrez faire fructifier vos talents créatifs pour résoudre des problèmes pratiques. Facilitez-vous la vie. De plus, vous serez amené à partager des discussions très positives qui seront vous redonner l'énergie morale qui vous faisait défaut. Amis Scorpions, c'est un bon moment pour développer et exposer vos méthodes personnelles. Le succès sera au rendez-vous. Reste à ne pas vous prendre pour le roi du monde. Pour autant, continuez à entretenir votre tolérance. Amis Sagittaires, votre altruisme vous ouvrira les portes à de nouvelles relations hautement enrichissantes aujourd'hui. Vous n'aurez pas besoin d'abuser de votre charme pour convaincre. C'est le bon moment pour mettre sur pied un nouveau projet. Chers Capricorne, aujourd'hui, vous ferez preuve d'un regain d'énergie et vous foncez. Vos démarches avancent à bon train car vous n'allez pas hésiter à exploiter au maximum votre bonne volonté pour montrer de quoi vous êtes capable et vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, bien évidemment, vos qualités relationnelles seront votre meilleur atout aujourd'hui. Les échanges s'annoncent enrichissants et animés. Vous êtes sûr de ne pas vous ennuyer, alors allez vers les autres. Ne vous isolez pas. Poisson, pour finir, vous pensez à réorienter votre quotidien ou vous envisagez un changement radical qui mérite toute votre attention. Vous persévérez dans le bon sens et vos qualités d'endurance sont votre atout majeur. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous pour cette présentation. À présent, chers amis internautes, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à nous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Francis Solafarami. Bonjour, Kader. Merci d'être là, Elisabeth Eladia, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là, Romaric Destroguenou, bonjour. Toujours plaisir de vous retrouver. Un plaisir également partagé, surtout avec cette belle tenue, n'est-ce pas? Je vous en remercie. Elisabeth, comment vous trouvez cette tenue? C'est joli. C'est joli?
C'est tout simplement joli. Oui. Ça ne vous rappelle pas le plateau? Bien sûr. Ça vous rappelle Mais la tenue vous attire, ou bien c'est moi qui vous attire? Mais non, pas du tout. Francis Fahami, très beau chapeau également. N'est-ce pas, Elisabeth, le chapeau de Francis? Ah oui, c'est traditionnel. C'est traditionnel. C'est bien coiffé. Pour moi, c'est moderne. Bah, moi, je ne sais pas, je ne suis pas un garçon. Pour moi, c'est moderne. Alors, Francis Fahami, ce matin, on parle de quoi? Ce matin, on se pose la question de savoir est-ce que l'enfant est une richesse? Alors, Nasrin Fatoumbi, pour une intervention, voilà, j'y arrive. Merci, moi je dirais oui. L'enfant est une richesse, pas seulement sur le plan financier. L'enfant est une richesse sur le plan de bonheur, des liens familiaux, parce que ça permet de consolider les liens et c'est aussi un investissement pour l'avenir de la société. C'est un investissement aussi pour l'avenir de la société. Alors, Romain Djesbouguelou, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que lorsqu'on fait des enfants, lorsqu'on a des enfants, on espère voir ces enfants-là se développer et nous apporter de la joie. Se développer. Se développer. Oui, se développer. Grandir. Grandir dans tous les sens. Se développer dans tous les sens. C'est-à-dire que ces enfants-là vont grandir, vont étudier s'il le faut, vont apprendre un métier et pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est déjà une richesse pour les parents de voir leurs enfants émerger dans un domaine donné. Et donc, pour tout parent, lorsqu'il voit son enfant émerger, c'est une richesse pour lui. Ce n'est pas dire ici que la richesse doit être nécessairement de l'argent, doit être nécessairement financier, mais lorsque votre enfant se développe et on dit c'est l'enfant de telle personne qui est à tel endroit, c'est l'enfant de telle personne qui fait telle chose, c'est lui qui a fait discours à tel endroit et tout le monde a applaudi, c'est déjà une richesse pour vous. Et donc, manifestement, vous serez content. Vous serez content. Elisabeth, il a dit. Merci Abdelkader. Bon, moi, je dirais que c'est pas dans tous les cas qu'un enfant est une richesse, par exemple. C'est-à-dire que quand c'est pas planifié, par exemple, c'est pas une richesse. L'enfant peut même t'apporter de la pauvreté. C'est-à-dire que tu es là et puis on s'occupe de l'enfant et de son habillement, de sa nourriture, logement, tout, éducation. Et puis, ça te casse financièrement, en fait. Donc, c'est pas dans tous les cas qu'un enfant est une richesse. Ouais, dans tous les cas. Francis, Salah Fahami. Bon, moi je dirais que l'enfant c'est la plus grande richesse de la vie. Maintenant, ça dépend aussi des situations. Vous savez, moi je considère qu'un enfant quand vous avez un enfant, c'est que la nature vous considère assez pour vous donner quelque chose de vraiment précieux. Quand on parle de richesse, ce n'est pas forcément l'argent. Même l'argent que vous dépensez, ce n'a pas d'investissement. Mais moi, je considère que c'est plus qu'un investissement. Parce que quand vous avez un enfant sur lequel vous dépensez, les parents ont souvent tendance, enfin, pour la plupart des parents, ils veulent que leurs enfants aillent plus loin qu'eux. Quand vous avez un enfant qui porte votre nom, rien que le fait de perpétuer votre lignée, c'est déjà une grande satisfaction. La richesse, pour moi, ça dépasse ce qui est matériel, ce qui est financier. La richesse, c'est d'abord au fond de soi. Ça dépend de ce que l'on ressent. Si par exemple, moi, par exemple, je peux me sentir riche parce que j'ai des parents qui ont dépensé sur moi pour que je vienne à l'école, pour que j'ai des diplômes, pour que je sache faire certaines choses. Je me sens riche parce que je sais que peu importe ce qui se passera, enfin, dans certaines conditions quand même, mes parents seront là pour prendre soin de moi. Ça, c'est une richesse pour moi. Donc, maintenant, c'est pourquoi je disais qu'à la base, ça dépend de la situation. En fait, moi, je pense que quand on a cette mentalité-là de dire que bon, l'enfant, c'est une richesse, c'est parce que la nature nous prend pour des gens sérieux. C'est pourquoi la nature nous a donné un enfant. Moi, je pense que c'est vraiment mal dit, excusez-moi. Parce qu'en réalité, vous voyez les enfants qui sont dans la rue, par exemple, maintenant, et puis qui quémandent, en fait. Mais ils n'ont pas demandé à quémander dans la rue. C'est pas de leur propre volonté. C'est de là que je parlais d'investissement de la société, au fait. Dans votre tête que l'enfant est une richesse et que vous mettez à procréer n'importe comment. Une richesse de vie. C'est comme ça. Avoir des enfants, c'est une richesse de vie. C'est source de bonheur. Vous connaissez, c'est pas une richesse. C'est une richesse de vie, source de bonheur. J'ai une question pour Elisabeth. Lorsqu'on dit qu'on procrée n'importe comment, on procrée n'importe comment. Vous allez, excusez-moi, mais vous rentrez dans d'autres maisons, par exemple, maintenant. C'est à peine s'ils mangent 2 fois par jour, par exemple. Mais pourtant, chaque 2 ans,
il y a forcément un bébé. C'est à peine même si ils arrivent même à faire. Mais avoir des enfants, c'est pas un crime. Alors, Nassirine, alors, avoir des enfants, on va s'écouter. C'est pas un crime. On va s'écouter. J'étais en train de parler quand on m'a arraché la parole à la base. J'ai laissé le temps à tout le monde de... Voilà. Voilà, donc, enfin, je vais aussi laisser la parole. À la base, je disais que ça... Il est à votre gauche, hein? Oui, à votre droite, Je disais au début que ça dépend des situations. Je n'ai fait qu'évoquer la première situation et Elisabeth m'a arraché la parole et a développé la deuxième situation, c'est que l'enfant peut ne pas être une richesse compte tenu de la façon dont vous vous occupez de l'enfant et compte tenu de la façon dont il vient. Si par exemple, vous avez des enfants, c'est pas parce qu'on dit que l'enfant est une richesse qu'il faut considérer que bon, je vais investir sur l'enfant et après il me le rendra, que vous allez en faire beaucoup. Quand vous en faites beaucoup alors que vous n'avez pas la capacité d'en prendre soin, là ça devient plus qu'une source de pauvreté qu'autre chose. Parce que quand vous avez par exemple 5 enfants, alors que vous n'avez que la possibilité de prendre soin de 2, vous serez obligé par exemple d'écouter l'investissement que vous allez faire sur les 2 pour qu'ils aient un avenir radieux et faire en sorte que tous les 5 n'aient pas grand chose à faire pour pouvoir vous rapporter de l'argent. Donc là par exemple, c'est pas une richesse. Et dans d'autres cas, si par exemple c'est un enfant, bon, je ne sais pas si c'est de la tradition de tous, il y a, comme on dit, voilà, je pense que tout le monde connaît les abikou par exemple. Ou par exemple, c'est un enfant. Non, je ne sais pas, il y a des amis qui ne savent pas c'est quoi abikou. Voilà, c'est pourquoi je dis que je ne sais pas si c'est de la tradition de tout le monde. Oui, abikou c'est quoi? Traduisez-nous ça, puisque c'est en ago. Abikou, traditionnellement, enfin, traduit de façon littérale, ça veut dire un enfant qui est né pour mourir. Un mort-né. Mort-né. Un mort-né. Donc, si par exemple, vous avez des enfants qui sont des enfants qui, voilà, qui sont en train de drépanocytose, par exemple, pour parler un peu plus dans un langage que tout le monde comprendra, pour parler de drépanocytose, vous avez un enfant qui est né avec des maladies compliquées, alors que vous n'avez même pas de quoi prendre soin d'eux. Là, vous allez dépenser de l'argent et dans la plupart des cas, ces enfants-là finissent par mourir. Moi, je voudrais abandonner. Attendez. Oui, vous avez votre parole. Donc, quand un enfant est né avec une maladie, il n'a pas voulu. Peut-être c'est la faute à ses parents. C'est pour ça qu'on vous dit, avant de vous engager avec quelqu'un, faites les nécessaires. Je n'ai jamais dit que c'était la faute. Nassirine Fatoumbi, il y a une interrogation. Vous avez reconnu que l'enfant est une richesse, mais comment l'enfant constitue une richesse? Démontrez-nous-le nous. L'enfant constitue une richesse d'abord, c'est déjà une richesse de vie. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des gens, s'ils peuvent donner des centaines de milliards, des milliers de francs CFA pour avoir des enfants. Parce qu'ils ont des biens, ils veulent que quelqu'un hérite peut-être. Pas uniquement des biens. Il y a d'autres personnes, ils aiment avoir des enfants à côté, dans leur entourage, balader avec les enfants, que ce soit déjà à l'âge adulte ou bien si l'enfant encore est à bas âge. Donc, moi je crois déjà, pour moi, je crois, bon, je ne sais pas pour les autres. L'enfant, je le répète, est une richesse de vie, source de bonheur. Laissons même le côté, ok, supposons, il a dit chaque 2 ans, elle a dit plutôt chaque 2 ans, la femme ne fait que procréer alors qu'ils ont du mal à manger. Prenons le cas d'un paysan. Il a un champ et à chaque récolte, il a de quoi nourrir sa famille. De quoi est-ce qu'il va se plaindre? Du confort? Ou bien c'est de l'argent. S'il va attendre chaque saison pluvieuse pour avoir de quoi nourrir sa famille, c'est que lui-même ne sait pas pourquoi il travaille. Alors, oui, Romaric, enfin. Oui. Non, mais pour la deuxième intervention. Non, parce que vous réclamez la parole depuis. Oui, voilà. En fait, déjà, lorsqu'on arrive à avoir un enfant, c'est une richesse. C'est une richesse ou une grâce? C'est une grâce. Et c'est en même temps une richesse. C'est pour ça qu'il y a d'autres. S'ils peuvent donner des milliards à l'heure actuelle. Est-ce que quelque part vous n'avez pas. Oui, attendez. Je ne me trompe pas. Avoir un enfant, c'est pas une obligation dans les écritures, celle-ci, je ne me trompe pas. Est-ce que quelque part vous ne confondez pas la grâce et la richesse? J'ai besoin de développer. Oui, mais c'est une grâce, on ne refuse pas, mais à l'heure actuelle, moi je dis. Donc, que ce soit à l'heure actuelle ou bien à l'heure ancienne, un enfant, c'est une grâce et c'est une richesse. Il faut distinguer. Non, je vais le laisser développer. Si Nassirine l'avait laissé développer, je pense que je ne vais pas plus la parole. Je pense que il faut distinguer richesse matérielle et richesse durable. Une richesse matérielle, c'est par exemple, j'ai de l'argent pour faire ci, mais une richesse durable, c'est selon moi ce que
c'est quelque chose qui va durer dans le temps. L'argent, ça va, ça vient. Mais la Non, richesse on touche durable, pas à c'est plus l'argent, qu'une bah, ça grâce. Alors, je vient. passe la parole à Romaric pour continuer. C'est quoi, c'est une course ou vous passez le témoin? Oui, Romaric. Ce que j'étais en train de dire, c'est que lorsque vous arrivez à avoir un enfant, déjà, c'est une richesse. Et par richesse, je parle également de grâce. Parce que les deux vont de pair selon moi, ma compréhension. Et dans d'autres circonstances, les gens disent que un enfant est une richesse, surtout lorsqu'ils ont des filles. Et c'est là que je voulais en venir. D'autres pensent que parce que Richesse lorsqu'ils ont des filles? D'autres pensent, avec Kadé Achiro, que lorsqu'ils ont des enfants-filles, ils sont riches. Ils pensent que lorsqu'ils ont des enfants-filles, ils sont riches parce que, parce que le moment viendra pour eux, n'est-ce pas, de prendre la dot de chacune de ces filles-là. Et ils arrivent même, ils vont même jusqu'à dire à leurs enfants-filles... On ne prend pas de maison pour dot, comme dot. Ils vont, voilà, ils vont jusqu'à dire... Ils vont même jusqu'à dire à leurs enfants-filles de revenir avec des hommes qui sont capables de leur apporter telle ou telle chose en bien matériel, oubliant que ce n'est pas nécessairement ça qui va faire le bonheur de leurs enfants. Donc d'autres parents pensent que avoir des enfants-filles, c'est une richesse. Et dans le même cas, on voit des gens qui investissent sur leurs enfants, on les envoie dans de grandes écoles, fréquenter dans de très bonnes écoles pour espérer gagner plus tard sur investissement. Et là, il parle de retour sur investissement. Et lorsque l'enfant, parce que ce n'est pas tous ceux qui ont étudié qui ont de vrais débouchés, qui ont finalement de vrais débouchés. Et lorsque cet enfant-là n'arrive pas à exercer dans son domaine de formation, on dit que j'ai investi pour rien. Alors que c'est dans le rôle inévitable du parent qui est allé à l'acte jusqu'à avoir un enfant. Parce que est-ce un rôle ou un devoir? C'est un rôle, c'est un devoir. Non, c'est pas peut être les deux à la fois. C'est un devoir. C'est un devoir pour le parent qui est allé jusqu'à l'acte qui amène à la procréation de l'enfant. C'est un devoir pour lui d'investir sur son enfant sans en attendre nécessairement un retour. C'est pourquoi on dit, dans des circonstances, certains disent, fais ce qui est de ton devoir. Fais ce qui est de ton devoir sur ton enfant. Ce n'est pas parce qu'il a manqué peut-être à un droit que tu vas dire non. Demain, l'enfant va dire, il va dire, maman ne m'a pas fait ça. Et donc, il faut nécessairement que les parents comprennent. C'est toujours en lien avec la richesse, là? C'est toujours en lien avec la richesse. Si les parents ne comprennent pas que l'investissement sur leur enfant n'est pas censé être un retour sur investissement, ils ne vont pas investir sur les enfants. Elisabeth Eladjaoui, qu'est-ce que vous pensez de Francis, Nasrine et Romaric? Moi, je pense que Romaric, il parle en quelque sorte de lui-même, en fait. Comment de moi? Comment de moi? C'est comme si, genre... On vous parler de moi, alors. Parce que vous avez dit que l'enfant est d'abord une richesse, et maintenant vous développez que les parents font... C'est comme si vous décrivez. Parce qu'en réalité, c'est comme ça. Non, mais je ne me décris pas. Dans certaines régions, je ne me décris pas. Dans certaines régions, au Bénin ou en Afrique, disons, et puis on s'attend à ce que quand l'enfant grandisse et que l'enfant ait un travail et que l'enfant commence par prendre en charge les charges de la maison, en fait. C'est-à-dire que l'enfant... C'est là que ça devient un devoir. C'est là que ça devient un devoir. Mais attendez, non, l'enfant ne gagne même plus son salaire pour lui-même, en fait. Arrivé à un certain stade, pour la famille, en fait. Arrivé à un certain stade de votre vie, vous devez reconnaître que vos parents n'ayant plus la capacité, n'ayant plus la force nécessaire pour travailler, pour gagner de l'argent, vous êtes tenus de les accompagner. Ce n'est pas seulement lié à vos parents. Comme ça, vous aurez... Non. Vous n'êtes pas responsable. Est-ce que vous ne voyez pas que là, ce que vous engagez là comme échange, là, c'est une autre thématique de panel? Non, c'est toujours... Pour savoir, est-ce que les enfants sont tenus de subvenir aux charges de fonctionnement des domiciles et de leurs parents, ou bien ils sont assujettis juste à envoyer quelque chose aux parents à la fin du mois. Parce que quelqu'un qui gagne un salaire et qui envoie quelque chose à la fin du mois et quelqu'un qui subvient à tous les besoins de ses parents, c'est pas la même chose. Non. Alors Elisabeth, il a dit la thématique elle est en lien avec la représentativité de l'enfant. Est-ce que l'enfant est une richesse? Donc pour vous, c'est pas une richesse forcément.
Pas forcément. Pas forcément. Alors, très rapidement, avant de conclure, Nassrine Fatoumi, pour vous, on peut retenir que l'enfant est une richesse, c'est ça? Tout à fait. Et pour vous? L'enfant est une richesse déjà lorsque... Il faut retenir que l'enfant est une richesse, nécessairement. Parce que je vais me mettre à développer encore. Je vais me développer moi. Nécessairement, l'enfant est une richesse. Dans toutes les circonstances, dans son plus jeune âge que dans le vieil âge de ses parents, il est une richesse. Oui, Francis sur la famille. Moi, je dirais que l'enfant est nécessairement une richesse, une assurance sociale. Mais avec Adèle, j'ai remarqué, Francis est quand même un peu mitigé sur le sujet. Justement, je l'ai dit que je suis mitigé, que ça dépend. Vous n'avez pas dit ça à l'entame de vos propos. Peut-être que vous n'avez pas. Elle a été très attentive à ce que vous avez dit. Vous n'avez pas dit ça. J'ai dit que ça dépend des cas. Quand on dit que ça dépend des cas, non, il faut utiliser les mots justes. Il faut utiliser les mots justes. D'accord. Maintenant, vous avez compris que je suis mitigé. Si vous avez compris, gloire à Dieu. Alors, pour conclure, je dirais tout simplement que l'enfant est une richesse. L'enfant, c'est une grâce. L'enfant, c'est une assurance sociale. Avoir un enfant qui perpétue votre nom, c'est la plus grande grâce que vous pouvez avoir dans votre vie. Et moi, je pense que la plus grande richesse que vous pouvez avoir, c'est qu'au soir de votre vie, vous puissiez être chez vous, par exemple, et voir vos enfants, vos petits-enfants, être heureux et épanouis. Et pour que ça arrive, il faut que vous-même vous preniez des dispositions. On a dit qu'il ne faut pas faire des enfants pour faire des enfants. C'est avant qu'on pouvait faire des enfants en espérant que je vais envoyer mon enfant en ville chez mon oncle ou bien chez mon cousin pour qu'il puisse en prendre soin. Quand on fait des enfants en fonction de la conclusion, j'espère. Justement, en fonction de ce que vous pouvez, en fonction de ce que vous pouvez en occuper. Donc voilà. Vous faites des enfants. Elisabeth Iladia? Pour moi, je dirais que les enfants ne sont pas forcément une richesse. Parce qu'en réalité, si les enfants sont forcément des richesses, il n'y aura pas de domaines, par exemple, les enfants qui sont partout dans la rue, à la peine à donner de l'argent, en fait. Pourquoi on ne les garde pas à la maison pour les nourrir? Donc, moi, je pense que les enfants ne sont pas forcément une richesse. Merci à tout un chacun, chers amis internautes. Je dirais pour moi, les enfants constituent une grâce pour moi. Une grâce. Et aujourd'hui, de nos jours, la perception de l'enfant a changé parce que autrefois, on pourrait faire son enfant et l'envoyer chez un oncle, chez une tante, ce qui n'est plus vraiment aisé aujourd'hui. L'enfant constitue pour moi aujourd'hui un projet qu'il faut élaborer, qu'il faut concevoir et qu'il faut planifier. Et lorsqu'il est mal planifié, et donc vous vouez l'avenir de cet enfant-là au Jubuni. Et donc l'idéal serait de ne pas commettre des bêtises. L'une des bêtises, c'est de faire un enfant accidentellement avec quelqu'un qui n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de cet enfant-là. Et après, vous avez un enfant qui grandit et qui vous réunit. Un enfant qui, lorsqu'il vous voit, il ressent de l'amertume parce qu'il vous tient coupable de ses échecs, il vous tient coupable de son absence d'insertion sociale conséquente à un avenir radieux. Et donc, l'idéal, c'est vraiment de réfléchir beaucoup avant de concevoir. Mais toutefois, Nassrine Fatoumi l'a décrit, même s'il n'a pas bien libellé, l'enfant constitue une grâce parce qu'il y a des gens qui ont les moyens, qui ont toutes les fortunes de ce monde-là et qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui en fait un, ils cherchent le second, ils n'arrivent pas à en faire, pendant que d'autres, eux, ils en font telles des pondeuses chaque année, tous les 2 ans ainsi. C'est l'une aussi des manifestations de la Providence qui vous montre qu'elle agit au gré de ses humeurs, de sa volonté, sans appel et sans considération de nos ressentis humains. Et je finirai en disant une chose importante. Lorsque vous avez fait un enfant et que cet enfant-là ne vous honore pas, il ne rehausse pas votre nom, il ne pose pas des actes susceptibles de vendre le nom de votre famille, de vendre l'investissement que vous avez effectué sur lui, c'est une perte. Et il est inutile d'avoir un enfant qui constitue une perte. Ça ne sert à rien d'avoir fait un enfant qui est un voleur, qui est un braqueur, qui est un menteur, qui est une épave dans la société. C'est pas bien. Et donc, il faut réfléchir, penser à comment concevoir l'enfant, avec qui concevoir cet enfant-là et comment cet enfant-là pourrait évoluer, même si éventuellement, parce qu'on peut enceinter et mourir le lendemain, et ne pas voir l'enfant même naître. On peut avoir un enfant avec une femme et cette femme va mourir en couche. Et il faut penser à tous les scénarios possibles aujourd'hui pour que cet enfant-là, lorsqu'il va grandir, il ne nous voit pas dans la vieillesse comme en adversité parce que Romaric l'a dit aussi en partie, même si ce n'était pas l'objet de la thématique du jour, à un moment donné, nous prenons soin de nos enfants pour qu'à un moment donné, ils nous donnent un coup de main. Mais ce n'est pas
une exigence, parce que nous devons aussi prévoir bien notre vie pour que nous ne soyons pas là à perturber les enfants intempestivement parce qu'ils travaillent pour leur salaire et non pour le salaire de la famille. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. La promulgation d'une nouvelle constitution marque toujours un tournant décisif dans l'histoire politique et institutionnelle d'une nation. Elle redéfinit les équilibres, redistribue les compétences et recompose silencieusement les centres de gravité du pouvoir. Dans ce nouvel ordre constitutionnel, deux institutions cristallisent aujourd'hui les interrogations majeures. La Cour constitutionnelle, gardienne de la norme suprême, et le Sénat, nouvel acteur appelé à jouer un rôle stratégique dans l'architecture de l'État. S'agit-il d'une complémentarité féconde au service de la stabilité institutionnelle et de la démocratie ou d'une concurrence latente susceptible de brouiller les lignes de compétences et d'autorité? Pour éclairer cette problématique fondamentale, je reçois pour vous, chers amis internautes, ce mardi matin, Gilles Badé. Il est ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Il est professeur de droit constitutionnel. Avec lui, on va analyser avec rigueur et lucidité les enjeux réels de cette cohabitation institutionnelle dans le Bénin d'aujourd'hui. Gilles Badé, bonjour. Bonjour téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Alors dites-nous, aujourd'hui, avec le Sénat, qu'est-ce qui change profondément? Bon, le Sénat, qui est apparu dans notre architecture institutionnelle, change essentiellement deux choses. D'abord, au niveau du pouvoir législatif, désormais, la loi n'est plus produite par une seule chambre, appelée Assemblée nationale, mais cette chambre est accompagnée d'une deuxième chambre, le Sénat. Ça veut dire que le processus d'adoption des lois est en constante amélioration. On impose une nouvelle étape, une nouvelle station dans cette production de la loi, supposément pour que cette loi soit meilleure que la manière dont on adoptait les lois auparavant. Donc c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est par rapport à l'autorité de contrôle de la constitutionnalité de la loi, et qui, en contrôlant la constitutionnalité de la loi, devrait contrôler un certain nombre de principes, de valeurs. Et donc à ce niveau aussi, le Sénat joue également ce rôle. Quand on regarde de près, le Sénat joue également le rôle de surveillant ou de gardien du travail de l'Assemblée nationale. Donc, c'est comme si la Cour constitutionnelle, c'est comme si le Sénat accompagnait l'Assemblée nationale dans une partie de son travail et devrait encore accompagner la Cour constitutionnelle dans l'ancien travail. Donc, si on veut, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale n'est plus seule à adopter les lois et la Cour constitutionnelle n'est plus seule à contrôler les lois. Alors, lorsque le Sénat s'invite dans le rôle législatif de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui pourrait être effectué? Est-ce à dire que lorsqu'une loi est votée par la représentation nationale, le Sénat, lui, peut réajuster cette loi-là au gré des sensibilités politiques des membres de ce Sénat-là? Vous savez, lorsqu'on est au niveau de l'Assemblée nationale et qu'on a été élu par des partis politiques, on a des objectifs que l'on poursuit, on a des intérêts que l'on poursuit et on adopte la loi en tenant compte de ces intérêts, de ces rapports de force et des logiques partisanes que l'on a au niveau de l'Assemblée nationale. On suppose qu'une instance qui n'est pas traversée par ces querelles politiques, qui n'est pas traversée par ces divergences politiques, par les rapports de force liés au quotidien, et qui a un recul nécessaire et qui est animé par des gens qui n'ont plus d'intérêt immédiat sur la scène politique, on suppose que ces personnes-là auront le recul qu'il faut pour s'assurer que rien de préjudiciable ne s'est glissé dans la loi telle qu'elle a été votée. C'est pour ça que le rôle du Sénat en matière législative n'est pas d'adopter les lois au niveau n'est pas d'être au premier rang, n'est pas d'être au front dans l'adoption des lois, mais c'est d'être en stand-by, c'est-à-dire en recul, pour regarder si le texte qui a été adopté n'a pas laissé une disposition problématique dans ce qui a été fait. Donc c'est un regard, c'est un contrôle de qualité qui est fait. Mais quelle est la référence du Sénat pour juger
d'une disposition problématique ou non? Oui, vous savez, dans les techniques de production de la loi, les systèmes politiques ont réfléchi pendant longtemps dans les différents pays pour savoir quelle serait la meilleure forme d'adoption des lois. Au départ, quand il n'y avait pas beaucoup de monde, on interrogeait directement le peuple. Et le peuple donnait son avis et on disait, voici ce qui va faire la loi. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas interroger tout le monde. Et on a dit, désignez des gens qui iront voter à votre place. Mais il y a la Constitution que vous devez avoir à l'esprit au moment où vous adoptez les tests. Et donc, on est passé de la démocratie directe par le peuple à une démocratie représentative. Et les parlementaires, notamment donc l'Assemblée nationale chez nous, pouvaient, au nom du peuple, adopter les lois. Mais on ne les laissait pas adopter n'importe quelle loi. On leur disait de veiller à ce que la Constitution ne soit pas ignorée dans l'adoption des lois. Alors, pour le faire, il y a eu des systèmes dans lesquels on leur a fait confiance eux-mêmes. Pour dire, lorsqu'ils vont voter, ils vont s'assurer qu'ils respectent la Constitution. Ces systèmes n'ont pas tellement marché et on est passé à l'invention d'un organe technique qui est la Cour constitutionnelle. Pour dire, quand les politiciens ont fini de faire leur travail, on va prendre des techniciens du droit qui vont avec leur regard technique regarder si par hasard on n'a pas laissé glisser tel ou tel problème dans la loi. Donc avec le temps, le Bénin est en train de vouloir expérimenter quelque chose qui s'est passé aussi dans d'autres systèmes politiques par le passé, à savoir une instance de contrôle de la qualité de la loi qui soit une instance de nature politique. Parce que le travail de la Cour constitutionnelle est un travail technique, donc c'est un contrôle technique de la qualité de la loi. Maintenant, le Bénin est en train de vouloir expérimenter le contrôle politique de la loi. Ça veut dire que... Le politique est toujours partisan? Pas forcément. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir le politique partisan, mais lorsque vous avez été sur le terrain politique, que vous avez exercé des activités partisanes pendant un certain temps, on suppose que vous avez acquis une certaine expérience qui fait que si vous n'avez plus d'intérêt immédiat dans le fonctionnement au quotidien des institutions, vous pouvez avoir un recul suffisant pour avoir plus l'intérêt général comme élément d'appréciation et ne plus avoir les réalités quotidiennes ou bien le besoin quotidien de positionner son idée ou de positionner son camp politique sur telle ou telle chose. Donc, le Sénat, il est important de regarder sa composition et de regarder les objectifs poursuivis. Lorsque vous mettez dans le Sénat des gens qui ont déjà eu par le passé à exercer leur compétition politique, à exercer des positionnements politiques, des rapports de force politique, et qui ont fini avec ça, et qui ont le recul, et qui sont à la retraite, ou qui sont, disons, dépourvus de toute ambition politique, lorsque ces gens-là regardent, c'est un peu comme quand nous-mêmes nous travaillons. Si nous finissons un travail, si vous écrivez, je suppose que si vous voulez écrire un livre aujourd'hui, si vous finissez d'écrire, si vous voulez que la qualité de votre livre soit vraiment reconnue par tous, je suppose que vous allez chercher un aîné parmi les gens que vous connaissez pour lui demander de regarder pour vous si la manière dont vous avez écrit, si la façon dont vous avez écrit, il n'y a pas de petites choses à corriger. Et donc, moi, je pense que c'est ce regard politique qu'on amène pour qu'on regarde. Et la plupart du temps, on peut vous dire, non, c'est vraiment très bien, il n'y a aucun problème. Ou bien, attention, un mot a été utilisé là. Nous, on se rappelle, il y a 20 ans, quand on a mis un mot comme ça dans un test, après ça a créé tellement de polémiques. Donc, l'expérience nous montre que... Est-ce que il y a 20 ans, ça va créer des polémiques, est-ce que 20 ans après, ça ne peut pas, les donnes ne peuvent pas changer? Bien sûr, les donnes peuvent changer. Mais celui qui a l'expérience il y a 20 ans, qui attire votre attention sur ce genre de problème, ça peut vous aider à éviter. C'est-à-dire que si vous devez... Je vais vous donner un exemple très simple qui concerne notre sujet. La notion de trêve politique. J'allais en venir. Oui, la notion de trêve politique. Vous voyez la charge symbolique du mot trêve. La charge symbolique du mot trêve qui peut conduire jusqu'à remettre en cause même l'esprit, la bonne foi même de ceux qui ont pensé à ça. Rien que parce qu'ils ont utilisé trêve politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le dispositif qu'on veut mettre en place aujourd'hui était là et que demain, on devrait refaire une autre révision de la Constitution, et qu'on voit, on tire l'expérience de cette situation qui est en cours, et où le mot trêve politique
a fait tellement jaser que l'on n'a pas vu derrière peut-être la bonne foi qui est derrière ce qu'on a proposé. Je suppose que si demain, on devrait faire une autre révision de la Constitution avec un mot comme celui-là, et qu'on a un dispositif comme le Sénat va attirer l'attention pour dire, écoutez, nous, en 2025, on a vu dans le pays, on a voulu faire quelque chose de bien, mais quand on l'a appelé trêve politique, ça a tellement ému les acteurs, ça a tellement ému la société, que les gens n'ont pas pris le temps de regarder si, lorsque nous disions trêve politique, nous n'avions pas eu de bonnes intentions derrière nous, et ils ont eu l'impression qu'on empêchait tout le monde de parler dans le pays. Donc, allez changer ce mot-là. Mettez un mot plus doux, mettez un mot plus simple qui ne va pas créer autant de polémiques, sinon les gens vont passer le temps à faire de la polémique au lieu de voir derrière ce que vous voulez mettre. Donc c'est ce genre de travail que le Sénat va faire. Ceux qui ont eu de l'expérience dans la manière de produire des tests et qui ont vu comment est-ce que de simples mots utilisés qui peuvent choquer des gens, qui peuvent faire croire à certaines choses, peuvent détourner l'attention des gens de l'essentiel et réduire le débat à un seul mot. Avec cette expérience qu'ils ont désormais, s'ils devraient recommencer, je suis sûr qu'ils chercheraient des mots un peu plus calmes, un peu plus doux, pour expliquer quelque chose qui n'est pas aussi dangereux que le mot aurait pu le faire croire. Gilles Madé, dites-nous, est-ce qu'avec ce que vous exposez ce matin-là, est-ce que le Sénat gouverne le pays avec le président de la République? Non, c'est comme si vous dites que la Cour constitutionnelle, et ça c'est normal, hein, quand il y a quelque chose de nouveau, les gens disent toujours qu'ils gouvernent. Il y a une expression que les juristes connaissent bien, le gouvernement des juges. Quand on a inventé la Cour constitutionnelle pour la première fois, et qu'on a dit qu'après que les parlementaires qui sont élus aient fini de faire leur travail, des techniciens désignés avec un profil donné vont encore regarder et se permettre de remettre en cause ce que les élus ont fait. Les gens ont crié pour dire « Ah, c'est le gouvernement des juges, on ne va jamais l'accepter. Ah, c'est catastrophique. » Alors que les élus vont dire quelque chose, des techniciens soi-disant vont venir remettre en cause. Avec l'expérience, on a vu que globalement, les juridictions constitutionnelles, globalement, n'amènent pas de problèmes particuliers. Lorsque les élus finissent, ils donnent un regard technique sur ce qu'ils ont fait. Lorsque les politiciens ont adopté les tests et que ça ne pose pas de problème technique, en général, les juridictions constitutionnelles se contentent de dire « Ok, c'est conforme à la Constitution, nous ne voulons pas faire une intervention en opportunité politique. » C'est la même chose qui est inventée maintenant, sauf que le critère de travail de la Cour constitutionnelle est un critère purement technique et le critère de travail du Sénat est un critère maintenant politique, mais au sens de politique non partisane, c'est-à-dire un regard sur la gestion des affaires de la cité, sur la gestion de l'État, sur la gestion des hommes dans la communauté. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous pensez qu'on peut être politique sans être partisan? Oui, on peut s'efforcer. On peut s'efforcer. Alors, on prend une petite illustration. Lorsque, par exemple, un président de la République vient au pouvoir avec une volonté, après avoir expérimenté les tensions sociales, après avoir vu qu'est-ce qui suscite les grèves dans le pays, comment les syndicats et autres sont manipulés, décide de réorganiser le droit de grève en République du Bénin et il fait voter au Parlement une loi qui réorganise le droit de grève et peut-être le limite à 10 jours. Est-ce qu'un Sénat peut aujourd'hui dire 10 jours, ça peut augmenter ou remettre totalement en cause cela? Non, le Sénat ne va pas dire augmenter. Le Sénat est là, non pas pour dire ce qu'il faut faire, mais pour dire ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que le Sénat ne débat pas sur des choses qu'on ne lui a pas soumises. Le Sénat n'a pas d'initiative. Les projets de loi, les propositions de loi proviennent du président de la République ou des députés à l'Assemblée nationale. Ils vont faire leur travail et ils votent. Maintenant, une décision, un article, une disposition qui est dans le test, si ça doit poser problème, le Sénat va dire, s'il vous plaît, faites une relecture de ça, allez dans tel sens. Et le Sénat va faire le travail, premièrement. Une deuxième possibilité, c'est que ce n'est pas le Sénat qui a demandé la deuxième lecture, mais le président de la République lui-même a trouvé que le travail que l'Assemblée nationale a eu à faire lui pose toujours un souci. Il demande une seconde lecture. Soit l'Assemblée nationale va dans son sens, soit l'Assemblée nationale maintient sa position initiale. En ce moment-là, c'est le Sénat qui arbitre pour dire voici ce qu'il faut faire. Mais il y a deux autres possibilités après ça. Lesquelles? La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer. C'est la Cour constitutionnelle qui a toujours le dernier mot.
C'est-à-dire qu'après qu'on ait fait tout ce parcours-là et que la loi soit promulguée, la Cour constitutionnelle, le regard technique de la Cour constitutionnelle a le dernier mot. C'est la Cour constitutionnelle qui dira que ce test est conforme ou n'est pas conforme à la Constitution. Et aujourd'hui, on dit que 30 jours après la promulgation par le président de la République, la promulgation par le président de la République intervient après le travail de l'Assemblée nationale, après le travail du Sénat, le président de la République promulgue, et la Cour constitutionnelle est là, comme avant, pour être saisie, mais là, aujourd'hui, dans un délai de 30 jours, pour regarder si tel ou tel point pose toujours un problème par rapport à la Constitution. Donc, on ne peut pas craindre que le Sénat choisisse un point de vue qui va poser des problèmes constitutionnels sans que la Cour constitutionnelle ne puisse être saisie et remettre les pendules à l'heure. Est-ce que le Sénat peut être saisi par les citoyens? Bon, cette approche, c'est possible. Aujourd'hui, le règlement intérieur du Sénat n'est pas encore adopté. Or, on sait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a les pétitions. Donc, les citoyens peuvent saisir l'Assemblée nationale pour... Mais la pétition est liée au droit d'initiative du Parlement. C'est-à-dire, lorsque les citoyens ont envie que quelque chose devienne une loi, on fait les pétitions pour qu'un parlementaire ou plusieurs parlementaires puissent porter cela pour que ça devienne une loi. Le Sénat n'ayant pas le droit d'initiative, on peut certainement le saisir pour attirer son attention sur telle ou telle chose. Ça fait partie de sa documentation, des informations dont elle a besoin pour travailler. Et elle travaillera, mais comme, pas en amont, mais en aval, pour dire, ah, vous avez fini, mais il reste un problème que vous n'avez pas réglé. Alors, le spécialiste de droit constitutionnel que vous êtes, est-ce que vous ne voyez pas des risques réels de conflit de compétences entre la Cour constitutionnelle et le Sénat? Non, comme je vous dis, dans un État, il y a ceux qui ont le dernier mot, et il y a ceux qui ont l'avant-dernier mot, et il y a ceux qui ont l'avant-avant-dernier mot, dans un État de droit. Alors, ceux qui ont le dernier mot, c'est le peuple souverain qui, à travers une réforme constitutionnelle, peut remettre en cause telle ou telle chose. Mais ceux qui ont l'avant-dernier mot, c'est les juges. Quand vous avez un organe administratif ou un organe politique, et de l'autre côté, un organe juridictionnel, c'est toujours l'organe juridictionnel qui a le dernier mot. Ça veut dire que, à la date d'aujourd'hui, si on veut suivre la hiérarchie des organes, la Cour constitutionnelle est toujours, en termes de production de la loi, au-dessus du Sénat. Parce que c'est le travail combiné de l'Assemblée nationale, du Sénat et du président de la République qui est soumis au regard technique de la Cour constitutionnelle, qui va s'assurer que la volonté du peuple contenue dans la Constitution n'a pas été violée par ces trois organes que sont l'Assemblée nationale, le Sénat et le président de la République. Avant qu'on passe à la traite politique, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que nous sommes face à un simple ajustement institutionnel ou à une recomposition profonde de l'architecture constitutionnelle du pays? Je ne dirais pas une recomposition profonde, parce que les fondamentaux sont toujours là, à savoir que nous avons un système de production de la loi qui est sous le regard technique de la Cour constitutionnelle, mais nous avons ajouté un acteur pour améliorer la qualité du travail qui sera soumis à la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que je vois la chose, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle garde son attribution de regarder si la loi est conforme à la Constitution, mais avant qu'elle n'intervienne, on voudrait que le Sénat regarde à nouveau le travail qui a été fait par l'Assemblée nationale. Et au lieu qu'il y ait deux acteurs qui produisent le test qui sera soumis au Sénat, il y en a maintenant trois. Assemblée nationale, Sénat, président de la République. C'est leur travail, le travail de ce trio-là, qui peut toujours être soumis à la Cour constitutionnelle. Donc, une fois que cette logique de production de la loi, même après promulgation, possibilité de contrôle par la Cour constitutionnelle est toujours là. On ne peut pas dire que c'est une recomposition profonde, mais c'est un changement d'habitude. Nous avons l'habitude que, une fois que l'Assemblée nationale a voté, on peut saisir la Cour constitutionnelle. Désormais, on nous dit, attendez que les anciens regardent encore. Si les anciens regardent et demandent telle ou telle correction, c'est l'ensemble de ce travail qui sera soumis à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous ne voyez pas parfois qu'il pourrait avoir éventuellement comme une sorte de tiraillement, parce que le Sénat sera composé pour la plupart d'acteurs politiques qui ont été actifs sur la scène politique. Est-ce qu'une fois retranchés dans ce Sénat-là, les habitudes on a peau dure, une initiative politique qu'on a voulu
faire passer pour le pays qui n'a pas prospéré. Est-ce qu'au niveau du Sénat, on ne peut pas l'influencer un peu, alors que peut-être cela sera contre la Constitution, la Constitution va toujours rétorquer? Est-ce que vous ne voyez pas le Sénat comme une chambre d'influence politique qui va régenter un peu intelligemment les choses? Il y a deux limites à cette appréhension. La première limite, c'est que, et les gens l'oublient souvent, le Sénat est un organe collégial. Le Sénat est un organe collégial. Il ne faut pas faire injure à des personnalités, hein, parfois de grands intellectuels qui ont occupé les plus hautes fonctions dans l'État. Oui. Ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président de la République, ancien président de Cour constitutionnelle, ancien commandant d'une unité de forces de défense et de sécurité et d'autres personnalités qui sont 25. Il ne faut pas leur faire l'injure que l'une ou l'autre de ces personnalités qui n'est pas en fonction de président de la République pourra les influencer au point de les faire perdre toute raison. Donc, et les gens ont des parcours dans ce pays. Moi, je suis le fils intellectuel du professeur Théodore Olo. Oui. Et il a un passé dans ce pays. Tout le monde connaît son passé dans ce pays. Le maître Robert Dossou et d'autres acteurs politiques. L'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, d'autres présidents d'institutions. Boni Yahi, Yamoussou Bruno, Antoine Nicolas Olé, Kofi Nago, vous pouvez toute la liste. Mbedi également. Voilà. Nous avons vu ces personnalités-là qui ont tenu tête dans des situations données, qui ont dit « Oui, je suis d'accord, je suis dans le dispositif, mais il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord et je dois pouvoir le dire. » Et ils ont le recul nécessaire pour à la fois critiquer. Regardez, quand vous regardez le président Adrien Mbedi, le président Soglo, le président Talon, regardez comment ces acteurs politiques savent s'entendre quand il faut s'entendre, savent dire leurs divergences, sans couper le pont, en se retrouvant régulièrement. C'est la sagesse des fonctions qu'ils ont eu à occuper qui leur permettent de dire, nous avons des lignes rouges, mais nous n'allons pas couper le pont. Nous sommes parfois surpris qu'on les voit encore dialoguer après des choses qu'ils ont eu à dire les uns sur les autres. Ça, c'est l'expérience politique qui leur montre que... le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et même le président Adrien Mbedi par rapport au président Talon, quand nous avons appris, Maître Adrien Mbedi nous dit, mais j'étais avec le président à la veille des choses qui se sont passées, j'ai pas compris, j'apporte tous mes soutiens. Il y a des gens qui, dans leur naïveté, vont croire que parce que le président Mbedi avait fait un certain nombre d'analyses sur la situation politique, il ne pourrait pas tenir ce genre de discours. Ces gens-là nous montrent qu'avec leur expérience, ils sont en mesure de faire la part des choses, de savoir à quel moment il faut critiquer, à quel moment il faut contribuer, à quel moment il faut apaiser pour que le pays n'aille pas dans le décor. Ils ont l'expérience pour le faire. Merci à vous, Gilles Badé, pour cette analyse et prise d'assurance pour l'avenir politique du pays. Je me voudrais de vous ne pas vous interroger sur comment expliquez-vous la trêve politique. Pour vous, au regard de votre parcours, au regard également de votre qualification, est-ce que pour vous, la trêve politique est utile à l'expression de la démocratie? Alors, je vais aborder ça sous deux plans. D'abord, sur le plan purement technique du juriste, et ensuite sur le plan de l'opportunité même d'avoir un Sénat par rapport à la qualité des tests que nous faisons. Ça va être une petite critique. Oui. Premièrement, sur le plan de la technique juridique, moi, je regarde le test. Un test ne doit pas être interprété de façon isolée. On ne doit pas prendre un mot dans un test pour dire qu'on explique le test. Donc, je ne veux pas prendre trêve, aller prendre Larousse ou aller prendre le petit Robert et dire trêve veut dire et puis terminer. Non. Exactement. La Constitution a plusieurs articles. Je regarde, je dis, ah, attention, est-ce que par hasard, ils ont supprimé la liberté d'expression? Non. Est-ce que par hasard, ils ont supprimé le pluralisme politique? Non. Est-ce que par hasard, ils ont supprimé le statut de l'opposition? Non. Et si je regarde ça, je dis, ça veut dire que c'est dans le respect du pluralisme politique, c'est dans le respect de la liberté d'expression que la trêve politique est là. Donc la trêve politique signifie autre chose. La trêve politique signifie qu'il faut choisir une manière de critiquer qui ne soit pas préjudiciable à la paix. Mais la critique demeure possible. À partir de ce moment, je n'ai pas peur de la trêve politique. Je vais voir la mise en œuvre, comment ça va se passer. Et s'il y a des corrections qu'il y a à faire dans l'avenir, nous allons le proposer pour que ce soit corrigé. Mais la trêve politique ne peut pas signifier absence de critique. Oui. La critique est possible avec des propositions. La critique de bonne foi, la critique qui permet à l'État de se développer est toujours possible. C'est ce qu'on peut retenir de la trêve politique dans une interprétation systémique de la Constitution. Quand on fait l'économie générale du test, on ne se limite pas au mot trêve, mais on essaie de regarder l'ensemble de la Constitution, quel est son esprit général. Mais lorsque vous dites que critique qui n'est pas préjudiciable à la paix,
Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre en d'autres termes pour ceux qui n'ont pas mieux cerné ce que vous venez de dire à l'instant? Lorsque vous êtes en action, vous êtes sur le terrain en train d'agir, si les gens se contentent de dire « il n'est pas bon, on ne peut rien attendre de bon de celui-là », ce qu'il fait là, il ne pourra jamais être bon pour nous, il ne vaut rien, ce n'est pas la peine. Ce genre de critique-là, alors que nous sommes dans un système où tout le monde a présenté des possibilités de gouvernance et qu'il y a une des formes de gouvernance qui a été choisie, on ne peut pas se contenter de faire ce genre de critique. Sinon, c'est une manière de déstabiliser la personne qui est en train de gérer. Or, notre pays, c'est le pays commun que nous avons et nous devons, vous allez voir que dans les grandes démocraties, quand on a perdu les élections, on souhaite bonne chance à son adversaire. On espère qu'il va diriger le pays au mieux parce que c'est notre pays qui nous appartient à nous tous. Donc, oui, on fait la critique, mais en faisant des propositions pour améliorer, on saura toujours d'où vient la proposition et on aura toujours la préférence pour celui qui a fait les meilleures propositions pour qu'à la prochaine élection, ce soit plutôt lui qui soit choisi plutôt que celui qui a dû bénéficier des propositions qu'on a dû lui faire pour que son système puisse avancer. Est-ce que vous ne voyez pas alors là, à travers votre définition là, l'attrait politique comme un instrument contre la constitution de tout terreau fertile à des coups d'État? Absolument, parce que quand vous aujourd'hui avec la manipulation qu'on a sur les systèmes d'information, sur les réseaux sociaux, quand vous passez le temps à dépeindre quelqu'un en noir, à inventer des choses qui n'existent pas, et que c'est ça seul qui circule comme information, vous mettez dans la tête des gens que, bon, il n'est pas possible que la personne se corrige, il n'est pas possible d'attendre quoi que ce soit de cette personne, et que la seule solution, ça ne peut plus être les unes, qu'il faudrait recourir à d'autres moyens illégaux pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc, or, si vous êtes là en faisant des propositions, on sent que vous êtes sur le terrain démocratique et vous êtes en train de vous positionner pour qu'à l'avenir, on choisisse plutôt vous qui avez les meilleures manières de faire plutôt que celui qui est là et donc vous critiquez les actions. Et donc, vous critiquez les actions. Donc, on peut toujours critiquer, on peut toujours dire ce qui est fait n'est pas bon, on n'apprécie pas. Mais il ne faut pas aller dans un lexique du dégagisme. Exactement. Le lexique du dégagisme, c'est la campagne électorale permanente et c'est même la porte ouverte à l'anarchie. Et c'est ça qu'il faut éviter. On est en démocratie, mais on peut aussi parler avec courtoisie, montrer cette différence, montrer l'alternative sans pour autant prôner le dégagisme, sans pour autant prôner l'anarchie. Sans pour autant prôner l'anarchie. Alors, comment expliquez-vous, vous avez suivi entre autres les acteurs politiques justifier le septennat. Au niveau du droit constitutionnel, comment cela s'explique? Oui, chaque pays a son parcours, a ses expériences. On a des pays qui ont 4 ans, des pays qui ont 5 ans, des pays qui ont 7 ans. Et chaque pays fait ses expériences. Nous venons de faire 35 ans de l'expérience de 5 ans. Nous avons des gouvernants qui nous ont dit qu'ils pensent que 5 ans, c'est trop peu pour mettre en œuvre son programme, parce que le temps d'arriver, de trouver les financements, de trouver les partenaires, de faire les études, de commencer les travaux, de les suivre jusqu'au bout, on est déjà en campagne, il faut déjà partir. Et donc, ils estiment que 5 ans, ça n'est pas suffisant pour un pays en voie de développement comme le nôtre, qu'il faut faire 7 ans. Donnons-leur cette opportunité d'essayer les 7 ans. On va voir si au bout de 7 ans, ils ne reviendront pas nous dire autre chose. S'ils sont fatigués, si tout le monde pense que 7 ans c'est trop, on reviendra à 5 ans, comme le Sénégal, comme la France, qui sont partis, qui ont fait 7 ans, qui sont revenus à 5 ans, etc. Donc, pourquoi pas si les acteurs politiques qui ont fait l'expérience de l'exercice du pouvoir d'État vous disent que 5 ans, c'est pas suffisant. Et donnons-leur la possibilité de nous montrer qu'avec 7 ans, ils vont faire mieux que quand ils avaient 5 ans. Alors, le professeur de droit constitutionnel que vous êtes, est-ce que cette révision constitutionnelle qui a été opérée par la représentation nationale le 14 novembre dernier, est-ce qu'elle constitue, selon vous, une avancée ou une nouvelle expérience politique? C'est forcément une avancée parce que les gens sont animés par la volonté de mieux faire que par le passé. Et les expériences que nous avons eues nous apportent des leçons pour l'avenir. Si vous voyez que nous avons beaucoup insisté sur la dimension démocratie et que nous maintenons cette dimension comme étant un élément important de notre système, mais que nous n'avons pas suffisamment réfléchi sur le développement, sur des programmes de développement, sur le temps de l'action en matière de développement. Et que c'est aujourd'hui qu'avec l'expérience, les gens nous disent « Ah, vous savez, vraiment, 5 ans, c'est bon hein, pour la démocratie, mais ce n'est pas suffisant pour le développement. »
je pense que c'est une avancée sur le terrain du développement. Nous allons voir ce que cette dimension de développement va apporter à la dimension de démocratie à laquelle on avait pensé en 10 ans, 5 ans. Alors, on a vu depuis 35 ans des régimes se succéder à la tête du pays. On a vu que celui de 2016 à ce jour a été très actif, avec une vitesse quand même indescriptible. Et si éventuellement un régime vient après et on sent que le chef de l'exécutif lambine, on sent qu'il n'est pas fécond d'initiative, alors qu'il a 7 ans à faire. Est-ce qu'il existe des moyens constitutionnels de pouvoir lui mettre la pression? Est-ce qu'il existe des voies et moyens pour qu'on puisse lui rappeler ses devoirs et ses obligations? Oui, puisque la traite politique n'empêche pas l'analyse politique, n'empêche pas la critique et des propositions. Donc on peut très bien faire un point pour lui dire en matière de mise en œuvre de tels projet, en matière de mise en œuvre de telles actions, nous savons que normalement en 2 ans, on peut finir telle chose. Nous sommes en train de constater que le président de la République, 3 ans sont passés et on nous dit que ce qu'on peut faire en 2 ans, qu'on a besoin de 4 ans pour le faire, nous invitons les organes à accélérer la mise en œuvre de telles choses parce que par le passé, il y a tant, si nous étions là, en 2 ans, nous aurions pu faire ceci. Nous espérons que ceux qui viennent de mettre 3 ans finiront en 3 ans et demi et ne feront pas 4 ans. Ce genre d'observation avec des recommandations sont des pressions démocratiques que l'on fait à celui qui est en place pour l'amener à mieux faire parce qu'il sent que s'il ne le fait pas, alors que les autres démontrent que ça aurait été possible, ça veut dire que c'est eux qui prendront le pouvoir prochainement par la voie démocratique pour mieux faire que ce que lui il est en train de faire. Et si le président de la République méprise ces observations? Ça, c'est la nature humaine, on n'y peut rien. Quel que soit le système que vous allez choisir, c'est à vous de regarder, de prendre le risque de donner le pouvoir politique à quelqu'un en espérant qu'il va tellement aimer le pays, qu'il va faire les choses comme il faut. Mais nous ne pouvons pas avoir une garantie tout risque de ceux que nous choisissons. Nous prions simplement pour qu'ils soient animés par l'intérêt général et qu'ils puissent écouter les critiques et les observations et les propositions qui sont faites afin d'améliorer eux-mêmes le système de gouvernance. Parce que, à la fin, je pense que beaucoup de gens quand même sont sensibles à ce que on puisse approuver ce qu'ils ont fait, qu'ils puissent rester dans l'histoire comme ayant été les acteurs clés de telle ou telle amélioration pour l'ensemble de la communauté. Merci à vous, Gilles Badé, pour ce moment d'échange. Dernière question, vous travaillez sur le droit constitutionnel, vous avez étudié de fond en comble notre constitution. Pour vous, où est-ce qu'elle est encore imparfaite? Oui, aucun test n'est parfait. Oui. Aujourd'hui, nous sommes heureux, en tout cas en tant que professeur de droit constitutionnel, que l'on teste de nouvelles choses sans mettre en danger les fondamentaux. Et nous allons réfléchir sur tout cela, regarder en droit comparé dans notre histoire et dans les autres pays, qu'est-ce qui avait été fait, qu'est-ce qu'on peut attendre des nouvelles propositions ou des nouvelles dispositions qui sont là, et comment est-ce que les choses vont s'améliorer. Et on aura l'occasion de faire un bilan pour voir si on avait les gens qui ont réfléchi à ça, ont fait un bon choix, ou s'il faut rebrousser chemin. Donc c'est un espace d'expérimentation et de travail admirable pour les constitutionnalistes et pour les acteurs de sciences politiques. Quoi d'autre mérite d'être testé? Écoutez, il faut avoir l'expérience politique pour se risquer à faire des propositions. Nous allons faire le bilan de l'histoire politique de notre pays et de la mise en œuvre des tests pour voir ce qui peut être amélioré. Par exemple, moi je pense que la justice ordinaire dans notre pays devrait mieux prendre en compte les droits de l'homme. Et que dans le travail au quotidien des juges, on doit considérer que la Constitution qui a prévu les droits et devoirs de l'homme est également un test qu'un juge ordinaire peut appliquer. Parce que ce n'est pas seulement la Cour constitutionnelle qui va appliquer les droits de l'homme. Nous avons ratifié des conventions internationales en matière de droits de l'homme. Ces conventions, une fois ratifiées, ont une valeur supérieure à celle des lois. Donc les juges ordinaires ne doivent plus que se contenter d'être des juges de la loi. Ils doivent aussi intégrer les conventions internationales et la Constitution dans leur travail pour que les droits de l'homme deviennent une réalité dans le pays et que ça ne soit pas quelque chose que l'on pense simplement réservé à la Cour constitutionnelle. Autre chose? Non, essentiellement, c'est ça. Les autres, il faut mûrir, il faut bien réfléchir sur les questions avant de les lancer dans la... Vous avez de la mesure sur le champ politique? Oui, il faut avoir beaucoup de sagesse. Quand vous n'êtes pas juste un professeur qui est resté à l'université et que vous avez eu la chance d'occuper des fonctions administratives d'un certain niveau, vous ne faites pas des déclarations à l'emporte-pièce. Vous acquérez une certaine sagesse.
Merci à vous, Gilles Badé, professeur de droit constitutionnel, anciennement secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Merci à vous pour ce moment d'échange assez instructif. Chers amis internautes, voilà qui met fin à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.